Merci à vous d'être venu pour notre petit rendez-vous de ce midi qui était déjà prévu vendredi et que j'ai dû décaler. Donc, merci d'avoir pu vous organiser pour être présente. Bon, ben, vous avez plébiscité le sujet du portfolio pour ce nouveau live. Donc, du coup, on part là-dessus. J'ai noté vos questions. J'y répondrai en grande partie pendant ma petite présentation. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me le rappeler dans le chat. Et de toute façon, on aura l'occasion de faire un petit temps d'échange à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser pendant toute la présentation aussi, il n'y a aucun souci. Voilà, bah, écoutez, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à cette fameuse question du portfolio du rédacteur web, qui en fait est un vaste sujet et qui est un sujet problématique à différents moments de notre carrière de rédacteur web. Il n'y a pas toujours les mêmes difficultés, donc j'ai essayé de faire le tour de tout ça et je vais tenter de vous restituer ces idées. J'espère que ce sera assez exhaustif, mais évidemment, c'est pas voilà, je vous fais une présentation qui est assez personnelle, comme je le fais à chaque fois, qui est le reflet de mon propre parcours. Donc, vous trouverez sans doute d'autres ressources intéressantes sur le sujet. N'hésitez pas à continuer après notre rendez-vous de l'approfondir et de prendre conseil aussi sur différents sites. Je vais d'ailleurs vous parler de contenus pendant l'exposé que vous pourrez aller lire et qui seront complémentaires de tout ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de portfolio? Pourquoi en faire un? À quoi ça sert? Quelles sont les difficultés qui se posent? C'est par là qu'on va commencer. Et puis ensuite, on rentrera un peu dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce qu'on met dans notre portfolio, à quoi il peut ressembler. Et on ira jusqu'à des questions même de présentation conformes aux pratiques SEO. Donc voilà, j'espère que tout ça répondra au maximum à vos interrogations. Donc, j'ai intitulé notre rencontre Portfolio, possibilités et contraintes parce qu'en effet, c'est un outil de diffusion de vos expériences qui est un peu sujet à polémique puisque quand on est rédacteur web, on rédige et on cède d'une certaine manière nos droits à notre client. Donc, est-ce qu'on a le droit pour autant de dire à nos futurs clients, à nos prospects, que ces textes sont de nous alors qu'ils sont normalement signés de la main de notre client? Voilà, on va faire le tour de cette question légale qui, je sais, vous interroge beaucoup. Mais d'abord, pourquoi un portfolio? Quels sont en fait ses objectifs concrets? À quoi ça sert? D'abord, bien sûr, ça sert à présenter votre travail à la manière d'un book pour un graphiste. C'est un endroit, un support qui réunit différents travaux de rédaction web que vous avez fournis par le passé. Donc, l'objectif, c'est de présenter votre travail et de donner à votre client les moyens d'analyser la qualité de ce que vous fournissez. Donc, vous allez montrer vos compétences à travers les textes que vous allez choisir de dévoiler. Ça va aussi montrer votre expérience dans le domaine qui intéresse votre client. Si, par exemple, vous avez envie de travailler dans le domaine du bien-être, votre portfolio devra contenir des contenus qui ont un rapport avec cette thématique pour que ce soit très concret pour votre prochain client et qui se mette vraiment en situation d'une commande en se disant, bah oui, il ou elle l'a déjà fait, il maîtrise le sujet, je lui fais confiance et donc il signera chez vous. Ça montre aussi votre expérience rédactionnelle, c'est-à-dire la maîtrise que vous avez de toutes les normes rédactionnelles pour le web. Donc, il faut vraiment que vous soyez au carré sur les textes que vous allez présenter de ce point de vue-là. Ensuite, ça montre aussi vos compétences en SEO, en référencement naturel. Un texte pour le web, il s'optimise autour d'un mot-clé, il est enrichi sémantiquement, il contient des balises de titres qui sont structurées et qui reprennent les mots-clés d'une manière très précise. Et donc, cette maîtrise-là technique, vous devez la présenter dans les contenus que vous allez choisir. Donc, veillez bien à choisir des textes pour lesquels vous avez fait une optimisation vraiment correcte et agréable pour que ça motive votre client à signer chez vous. Alors, on m'a posé la question de quelles qualités personnelles, parce que là, vous voyez bien que ce sont des qualités professionnelles qui vont ressortir du portfolio. Est-ce que votre portfolio doit refléter votre personnalité? Alors, en fait, c'est un peu oui et non.
C'est-à-dire que les contenus que vous allez transmettre, vous les avez normalement écrits dans le respect de la ligne éditoriale de votre client. Donc, a priori, vous n'êtes pas censé faire transparaître dans ces contenus votre singularité en tant que personne qui est derrière les mots que les personnes lisent. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire transparaître votre personnalité. Mais votre personnalité, c'est aussi tous les goûts et toutes les affinités que vous avez avec certains sujets. Et donc, c'est sûr que dans la sélection que vous allez présenter, vous allez d'une certaine manière laisser transparaître votre particularité, puisque on va voir les choses que vous aimez, les sujets que vous aimez traiter. Donc, de ce point de vue, on va un petit peu pouvoir sentir à travers le portfolio qui vous êtes. Mais ça reste quand même assez mineur. Donc ça, si vous voulez vous faire connaître en tant que personnalité singulière qui produit de la rédaction web, il faut que vous teniez par exemple un blog professionnel sur votre site. Là, c'est un super outil d'expression pour dévoiler vraiment qui vous êtes, pouvoir adopter aussi une ligne éditoriale qui correspond à votre style, à la manière dont vous avez envie d'aborder votre sujet. Donc, vous pouvez tenir un blog et puis vous pouvez aussi, bien sûr, faire vivre vos pages professionnelles sur les réseaux sociaux à travers le choix des posts et la manière dont vous allez les traiter. Vos clients vont pouvoir pressentir votre personnalité ou en tout cas des traits de votre caractère. Donc, vous avez compris, un portfolio, c'est d'abord pour montrer vos qualités professionnelles, à la fois votre connaissance des sujets qui intéressent votre client, mais aussi techniquement tout ce que vous savez faire au niveau rédactionnel et référencement naturel. Alors, pourquoi c'est vraiment une question sensible, le portfolio? J'ai listé 3 grandes problématiques. La première, elle s'adresse aux débutants. Et je sais que parmi vous, un certain nombre sont débutants ou n'ont même pas encore commencé. Donc, cette partie-là, elle s'adresse vraiment à vous. Vous êtes dans la situation hyper difficile, même dans laquelle vous vous retrouvez peut-être coincé, où vos clients potentiels, vos prospects, cherchent à vous connaître à travers un portfolio. Donc, ils vous réclament un portfolio. Or, vous n'avez jamais eu votre premier client, donc vous n'avez pas de portfolio. Donc, comment se sortir en fait de cette ornière-là? Eh bien, il va peut-être falloir trouver dans votre entourage ou sur des plateformes l'occasion d'écrire vos premiers textes. Donc, dans votre entourage, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client. Il y a sûrement des entrepreneurs qui ont des sites web et qui ont des blogs. Donc, qu'ils aient un site vitrine ou un blog, vous pouvez leur proposer vos services à un tarif d'amis, puisque vous débutez et puis que lui, d'une certaine manière, vous rend service. Et vous pourrez pratiquer en écrivant quelques textes qui seront publiés sur ce site et que vous pourrez présenter à vos futurs clients. Ça, c'est une première option. Mais vous pouvez aussi trouver des journaux qui sont en fait qui reposent sur le bénévolat parce qu'on est dans un intérêt participatif. Donc, il existe par exemple le blog du Hérisson. Ce blog-là réunit plein de textes qui ont été écrits par des rédacteurs web passionnés par un sujet de manière bénévole. Donc, allez voir ce site, il est accessible, la personne qui le gère est très accessible. Contactez-le et vous pourrez vous y faire votre place très certainement. Et l'avantage de ce blog, et il y en a d'autres, j'en cite qu'un, mais il y en a d'autres, c'est que vous avez un lien auteur. Ça veut dire que vous signez votre article et vous avez une petite vignette au sein de l'article avec votre photo, votre nom et éventuellement une petite phrase machine passionnée par le vélo de haute montagne, par exemple. Et du coup, ça donne du crédit à votre profil professionnel. Il y a aussi d'autres possibilités, on n'y pense pas assez, mais de grands médias ont des blogs qui sont ouverts à l'écriture. Et donc, par exemple, Le Monde, Mediapart, c'est tout à fait des endroits où vous pouvez soumettre des contenus et espérer être publié. Et là, vous donnez aussi beaucoup de crédibilité à votre profil professionnel. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire que Lucie Rondelet a fait un très bon article sur le portfolio, que vous avez peut-être déjà lu. Elle liste énormément de lieux en fait, d'accueil de textes bénévoles. Et donc, elle cite Mediapart, mais elle en cite plein. Donc, allez voir sur le blog de Lucie Rondelet et vous pourrez compléter cette liste-là.
Donc, le débutant, sa problématique, c'est de trouver matière à faire son portfolio. Vous avez là quelques pistes, mais c'est clair qu'il va falloir trouver votre premier client avant de pouvoir envisager un portfolio. La deuxième problématique, là, on est dans la peau d'un rédacteur qui a déjà eu pas mal de clients. Il a peut-être travaillé depuis 6 mois, 1 an, et donc il a accumulé beaucoup de commandes et il n'a pas forcément tenu à jour un fichier Excel gigantesque avec la liste de tous les liens vers les articles qu'il a écrits, classés par thématique. Voilà, on n'est pas tous prévoyants à ce point. Si vous l'avez fait, c'est super. Vous n'aurez peut-être pas besoin de créer un portfolio, mais si c'est le cas, vous allez être vraiment très vite embêté. Parce que si vous en êtes à ce niveau d'activité-là, vous êtes sans doute sollicité par pas mal de clients potentiels parce que par le réseautage, le bouche à oreille, on vous recommande. Ce qui fait que vous risquez de passer de longues heures au cours de votre semaine de travail devant votre boîte mail à répondre nominativement à chacun de ces prospects et à écrire à l'intérieur du mail, ben voilà, moi je suis une telle, j'ai fait ça. Dans votre thématique, ben j'ai écrit ça, 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 ça. Et donc, il va falloir aller sur Internet, le site. Ah oui, j'avais écrit ça pour tel client. Est-ce que le contenu, il est toujours en ligne? Oh là là, c'est dans son blog, mais il y a 2000 articles, il n'y a aucune fonction de recherche. Comment je vais faire pour le retrouver? Donc, en fait, vous allez très, très vite perdre beaucoup de temps, d'énergie et pour pas grand-chose finalement, parce que la plupart de vos clients, s'ils sont recommandés, bah, ils veulent voir 2-3 exemples pour se faire une idée, mais a priori, ils auront envie de signer. Mais en même temps, vous ne pouvez pas lui dire, bah non, je ne vous montre rien, faites-moi confiance. Donc moi, je l'ai vécu cette période et c'est à peu près ça. Au bout de 6 mois, 1 an d'activité, ça a commencé à coincer. Et vraiment, j'ai perdu énormément de temps sur cette question-là. Donc là, si vous êtes dans ce cas de figure, il faut à tout prix que vous mettiez le portfolio dans votre to-do list et que ça devienne une priorité pour vous. Je vous dis ça parce que moi, je suis toujours dans cette situation, je n'ai toujours pas de portfolio, hein, donc je vous donne de bons conseils, mais ne faites pas comme moi. Voilà. Donc ensuite, il y a une troisième problématique que j'ai un peu abordée en introduction et qui, en fait, est la question légale, la question des droits d'auteur. Donc là, je vais m'arrêter un peu sur ce sujet qui est super important. J'ai tâché de voilà, croiser les informations que j'ai pu, moi, avoir quand je suivais des cours de droit des contrats et de droit d'auteur, et en même temps de vérifier que tout ça était aussi applicable au web. Donc, en gros, si vous voulez, les craintes que vous avez vis-à-vis de la diffusion des textes que vous avez réellement écrits pour des clients, parce que vous craignez de passer outre votre cession de droit, elles ne sont pas totalement fondées. En fait, est-ce qu'il y a un risque? Voilà, vous allez comprendre, il y a 2 types de droits. Au niveau des droits d'auteur, il y a 2 types de droits qui entrent en jeu. Il y a les droits patrimoniaux d'une part et les droits moraux. En fait, les droits moraux, c'est vos droits que vous ne pouvez pas vendre. Vous ne les vendez jamais. Même quand dans votre devis, vous avez bien écrit cession, etc., des droits sur mon texte, ce que vous avez cédé, c'est les droits d'utilisation. Vous pouvez dire, non seulement il l'utilise, mais il dit que c'est lui qui l'a écrit, pas de problème. Mais de toute façon, vos droits moraux, ils sont incessibles, ils sont inaliénables. On ne peut pas vous les enlever. Et donc, vous êtes et vous resterez de toute façon l'auteur de ces textes-là. Si un jour, un client, vous avez fait une commande, vous avez vendu ce texte-là, et puis vous découvrez que le texte a été totalement dénaturé, qu'il ne reste plus rien finalement du propos que vous teniez, vous pourriez lui demander rectification. Et en général, personne ne le fait parce que c'est pas signé de notre main. Donc on dit, bah voilà, il en fait ce qu'il veut. On s'en fiche d'une certaine manière. Mais si ça devait arriver sur un site que vous avez, qui vous identifie comme l'auteur, là, ça peut porter préjudice à votre réputation professionnelle et vous seriez en droit de lui demander de rétablir la version pour laquelle il a payé et que vous avez cédé. Ou alors, libre à lui de supprimer ce contenu et de créer le sien, mais il vous retire finalement de la mention. Donc, vous voyez, vos droits moraux vous permettent quand même de garder un œil sur vos textes et de ce fait, vous avez tout à fait le droit de dire que vous en êtes l'auteur.
mais pas de n'importe quelle manière. Ça, on va le voir après. Donc, quand vous vendez vos textes, vous cédez vos droits patrimoniaux contre une rémunération. C'est le montant de la facture que vous avez déterminé avec le client. Et ce montant-là, il va tenir compte de beaucoup de paramètres. Et du coup, ça fait entrer aussi une réflexion sur vos tarifs. En fait, dans le calcul rentrent les différents lieux de diffusion de votre contenu. Est-ce que ce texte va être repris aussi sur des supports papier, par exemple? Combien de temps le texte sera exploité par le client? Et vous pouvez aussi estimer le montant de chiffre d'affaires que votre contenu va générer pour le client. Par exemple, si vous écrivez pour Tesla une page de vente de 300 mots, vous pouvez la facturer très, très, très cher. On ne va pas du tout être sur le calcul au mot parce que entre en compte le fait que cette page de vente, elle peut lui permettre de vendre X Tesla. Donc, rapporté au prix de la Tesla, vous comprenez bien que la valeur de vos 300 mots n'est pas du tout la même que 300 mots mis en bas de page pour alimenter la fin d'un article, par exemple, de blog sur un site quelconque. Donc, le prix, en fait, que vous acceptez contre la cession des droits patrimoniaux, elle tient compte de ce que ce contenu va rapporter aussi à votre client. Donc, quand vous vendez un texte, vous permettez à ce client, pour le prix fixé, de l'exploiter commercialement pour son bénéfice. Il a le droit, bien entendu, de se faire de l'argent à partir de votre produit. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus l'auteur, donc vous avez tout à fait le droit de communiquer les liens de ces textes-là à vos futurs clients pour dire « c'est moi qui ai rédigé les 300 mots qui sont sur la page de vente de Tesla ». Voilà. Il y a un cas, par contre, particulier, c'est la marque blanche. Alors, en fait, en rédaction web, quand on parle de marque blanche, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a signé, en plus du devis avec le client, un contrat de confidentialité dans lequel on s'engage à ne jamais dire expressément, publiquement, qu'on est l'auteur d'un texte. Ça, c'est des clauses qui se négocient, qui existent, notamment dans le milieu de la publicité, par exemple. Donc, à moins que vous n'ayez signé un tel contrat avec votre client, il n'y a aucune raison de stresser. Vous pouvez tout à fait diffuser les liens vers vos contenus et dire à vos prospects que c'est vous qui les avez écrits. Ce qui arrive parfois, c'est dans vraiment la relation très confidentielle que vous pourriez avoir avec un client, c'est envoyer le lien dans un mail en disant voilà, je l'ai écrit, par contre, je ne peux pas le dire sur les réseaux, j'en fais pas la promotion parce qu'il est sous la clause de confidentialité du contrat que j'ai signé. Alors, il existe un autre risque qui n'est pas légal, mais qui a un rapport avec l'impact sur le référencement naturel des sites. Et ça, je vais en parler un peu après quand on va aborder la question du support pour votre portfolio. Donc, le portfolio, ce n'est en fait ni un CV, ni une étude de cas client. Le portfolio, il va rassembler des contenus que vous avez rédigés et qui vont vous permettre d'illustrer ce que vous savez produire pour mieux vendre vos services. Le freelance, le travailleur indépendant, il ne communique pas un CV comme un salarié qui devrait convaincre un employeur. Ça n'a rien à voir. La relation entre un indépendant et le client n'est pas du tout du même ordre que le salarié vis-à-vis de sa hiérarchie. On n'a pas la même relation et du coup, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, votre client, en gros, il n'en a absolument rien à faire de savoir que vous êtes passionné par les chats et que vous en avez 4, que vous avez eu la mention B au bac dans les années 90, voilà, que vous avez le permis, il s'en fiche complètement. Lui, en fait, il fait appel à une entreprise. Même si vous n'êtes qu'une personne, vous êtes une entreprise. Donc, ce qu'il veut connaître, c'est l'identité de votre marque, c'est vos valeurs, votre fonctionnement et vos services. Donc, toutes les informations qui sont de l'ordre de la présentation de votre entreprise, a priori, elles n'ont pas leur place dans le portfolio. Elles ont leur place sur votre site internet et partout sur vos outils de communication. C'est que ça va en fait transparaître de tous les messages que vous allez diffuser sur les pages d'accueil et services de votre site, sur votre page à propos. Ça va aussi transparaître
sur les posts des réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, mais ça ne va pas être dans un portfolio, puisque le portfolio, c'est juste finalement un outil, un book qui conglomère tous vos contenus. Donc, rien à voir avec ces petites informations personnelles que vous pourriez, d'une manière ou d'une autre, faire diffuser sur le reste de vos supports. Donc, en fait, on pourrait se dire, ah, bah, je vais mettre mon CV sur ma page à propos, et puis les contenus que j'ai écrits, je vais les mettre dans mon portfolio. Mais là, encore une fois, attention, une page à propos, c'est pas non plus un CV. La page à propos, ça vend votre marque, votre entreprise, et pas moi, Manon, 2 chats, 3 enfants. Vous voyez, c'est pas ça. Si vous avez envie, parce que vous débutez et que vous voulez valoriser des expériences professionnelles passées, comme le fait que vous avez été prof, et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais être prof, c'est avoir des tas et des tas de compétences que vous-même, des fois, ne soupçonnez pas et qu'il faut mettre en valeur. Et ben, par exemple, ça, vous pourriez créer une page LinkedIn et c'est parfaitement adapté à ça. Vous pourrez dire de telle année à telle année, j'ai fait ça, j'ai travaillé là. C'est le CV, je parle telle et telle langue, j'ai telle certification. Tout ça, c'est à mettre sur le LinkedIn. C'est l'endroit parfait. Donc, le portfolio, ce n'est pas un CV. Le portfolio, ce n'est pas non plus une étude de cas client où vous seriez plutôt dans l'idée de présenter de A à Z une mission. Ça, c'est super intéressant à faire. Moi, j'en fais en ce moment pour la première fois pour ma nouvelle agence. Et ça permet de reposer un peu le contexte d'une collaboration, les missions qu'on a réalisées et de mesurer les résultats, de vérifier aussi qu'avec le client, on est sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager pour présenter votre travail, montrer ce que vous savez faire, mais ça ne va pas se mettre dans votre portfolio. L'étude de cas, ça va être par exemple, au départ, le client m'a contacté parce qu'il avait tel problème. J'ai donc fait une analyse et je me suis rendu compte qu'il y avait ça, qu'il fallait améliorer. Il a été OK pour démarrer par ça et ça. On l'a fait, on a eu ça comme résultat. Voyez, et vous montrez chronologiquement en fait la mission complète. Ça prend beaucoup trop de place et c'est pas l'objet du tout non plus d'un portfolio. Mais par contre, ça peut être intéressant de faire mention de vos études de cas à l'intérieur du portfolio pour que la personne qui est dessus et qui a envie de creuser un peu le sujet, connaître vos méthodes de travail, puisse s'y rendre. Donc, venons-en au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que c'est un portfolio? Qu'est-ce qu'on met exactement dedans? Est-ce qu'il faut une intro? Quel format pour nos textes? Est-ce qu'on met des textes de toute taille? Vous m'avez aussi demandé combien on en met, etc. Comment on l'organise? Alors, il n'y a pas vraiment, évidemment, une seule réponse. Il y a plein de façons pour vous d'imaginer votre portfolio. Il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble. Mais voilà quelques pistes qui peuvent vous aider. Donc, un portfolio, il va contenir des textes que vous avez rédigés. Vous pouvez soit mettre des extraits, soit les mettre intégralement. Vous pouvez les classer par thématique. Vous avez écrit pour le sport, les produits bio, les thérapies, la formation. Vous pouvez faire un classement comme ça par thématique. Ou alors, vous pouvez aussi faire par nature de contenu. Parce qu'un rédacteur web, il n'écrit pas que des articles de blog. Donc, vous pourriez avoir une section articles de blog, quelques exemples, une section livre blanc ou e-book, vous auriez écrit des contenus plus longs. Vous pourriez avoir aussi une section page d'accueil, page à propos, voyez, et en classant par nature de contenu, vous allez aussi énormément valoriser vos compétences expertes pour ce type de contenu-là. Et les clients recherchent ce type de compétences. Donc ça c'est 2 possibilités. Ensuite, au niveau vraiment du support, idéalement, vous allez effectivement mettre un lien direct vers le contenu qui est en ligne. Parce que ça permet à votre client de cliquer, de vérifier que votre texte il est bien sur un site, qu'il y a un vrai client avant lui qui a acheté vos services, que vous avez écrit vraiment quelque chose qui est en ligne. Et puis surtout, à partir du moment où il est en ligne, votre contenu, on peut faire tout un tas de tests pour vérifier qu'il a la richesse sémantique correcte, qu'il se positionne bien. Voilà, est-ce qu'il a un maillage interne qui est correct par rapport à l'environnement du blog dans lequel il se trouve?
Donc, ça lui permet aussi, et vous, ça vous permet d'être très transparent là-dessus, d'aller tester tout un tas de choses qui l'intéressent, vérifier le contenu dupliqué, etc. Donc, la grande question, c'est, OK, mais si je veux me spécialiser dans une seule thématique, si, au contraire, j'ai des prospects qui sont très différents, par exemple, des gens dans le domaine de l'industrie et puis, dans le domaine de la thérapie. Est-ce que vraiment ces clients-là, recherchent les mêmes informations? Est-ce que pour mon client dans l'industrie, ça va pas être un peu bizarre de devoir passer plusieurs pages de portfolio qui lui parlent de tout un tas d'autres thématiques que la sienne, avant d'arriver sur la sienne? Donc là, c'était, Magali, je crois, qui avait posé la question sur, la page de l'événement. Est-ce qu'il faut donc faire plein de portfolios? Eh bien, si votre but, c'est effectivement de convaincre des clients qui sont dans des domaines d'activité très différents, c'est préférable. C'est préférable d'avoir un portfolio par thématique et de pouvoir sortir, en fonction du client, le portfolio qui va l'intéresser le plus. Sur la question de l'introduction, franchement, ça, c'est à vous de voir. Ça va un peu dépendre où se trouve votre portfolio. Donc, si c'est une page sur votre site, vous pouvez, oui, écrire 2-3 lignes d'introduction pour dire que voilà, ils sont sur le portfolio qui présente le travail de Machine, rédactrice web, voilà. Mais ce n'est pas non plus une obligation. L'important, c'est quand même qu'il y ait au moins le titre et que la personne sache qu'à l'intérieur, elle va trouver des exemples de vos travaux. Mais tout ce qui va être de l'ordre vraiment du blabla sur vous, votre parcours et tout, comme je l'ai dit plus haut, ça n'a pas sa place sur le portfolio. Combien de textes? Ça dépend complètement de vous. N'en mettez pas des tartines non plus parce qu'évidemment, ils n'iront pas tout lire. Vous pouvez avoir un format où vous allez mettre des textes en intégralité, quelques extraits plus courts et ensuite que des liens avec plus aucun extrait. Et ça vous permet d'en mettre un maximum. C'est vrai que si le but, c'est de montrer que voilà, vous avez rédigé des centaines d'articles sur une même thématique, ça pourrait tout à fait jouer en votre faveur de le présenter de cette manière. Mais ne mettez pas 100 textes en intégralité sur une page, parce que vraiment, personne n'ira les lire. C'est beaucoup trop. Dites-vous que les gens n'ont pas le temps, hein, en fait. Voilà. Alors, justement, on va venir du coup à la question de la communication du portfolio et de son support. Concrètement, à quoi ça ressemble en fait un portfolio? Alors, on peut avoir la version imprimée, la version print. Donc, ça, c'est super si vous allez, par exemple, tenir un stand sur un salon professionnel ou alors si vous allez démarcher des clients qui sont dans votre environnement proche, des clients locaux. Et ben, dans ce cas, effectivement, peut-être, ça marque bien d'arriver avec un petit dossier imprimé, relié, propre, dans lequel il pourra lire vos différents travaux. Mais tant qu'à l'imprimer, je trouve que c'est dommage de se contenter du portfolio. Dans ce cas, vous pourriez faire une sorte de nouveau contenu qui soit à la fois un peu le contenu de la page à propos de votre site, présenter votre entreprise et ses valeurs, un peu votre parcours, le côté un peu CV LinkedIn et des extraits de travaux. Là, voilà, moi en tout cas, si j'avais à imprimer, je pense que j'irais jusque-là. Par contre, vous pouvez aussi avoir une version portfolio tout seul, en version numérisée, par exemple format PDF qui serait téléchargeable depuis votre site ou de vos profils sur les réseaux sociaux, que vous pourriez très facilement transférer en pièce jointe d'un mail. Donc voilà, gardez quand même toujours une version numérisée pour ce type d'usage. Et alors après, il y a la fameuse question du site web. Est-ce que je mets mes textes que j'ai écrits pour d'autres clients et qui sont donc sur les sites de mes autres clients, est-ce que je les mets sur mon site web? Quels sont les risques? Pourquoi je parle de ça? En fait, il y a un vrai enjeu de référencement naturel. Il y a une règle de base que vous devez connaître, c'est qu'on ne copie-colle jamais un texte d'une page web sur une autre page web. Pourquoi? Parce qu'en fait, les robots de crawl de Google qui visitent les différentes pages et qui choisissent de les indexer et ensuite de les référencer sur le moteur de recherche, ils sont à l'affût
par différents algorithmes, ils sont à l'affût des contenus dupliqués. Et donc, s'ils repèrent 2 pages qui contiennent le même contenu, ils vont les analyser comparativement et il y en a une des 2 qui va sauter. En gros, il va vérifier laquelle est la plus ancienne. Donc, évidemment, a priori, elle est d'abord sur le site de votre client avant d'être sur le vôtre. Il va aussi vérifier la qualité, l'autorité et tout un tas d'indices du site, des 2 sites même. Donc, si votre client il a un site depuis 20 ans et que vous avez juste produit un énième contenu dessus, c'est évident que votre petit site vitrine de rédactrice qui débute ne fait pas le poids et que c'est votre page qui sera bloquée par les robots. Il faut faire attention parce que ça met en péril votre site, mais vous pourriez faire prendre aussi un risque au site de votre client, et ce n'est pas du tout votre but, bien sûr. Ça peut aller très loin. Le contenu dupliqué, ça peut aller jusqu'à une pénalité qui supprime intégralement tout le site, pas juste la page qui pose problème. Donc, vous ne pouvez pas, sur votre site, créer une page portfolio et copier-coller complètement les textes que vous avez déjà diffusés ailleurs sans prendre certaines précautions. Donc, quelles sont les solutions? Soit vous pouvez intégrer vos textes sous la forme d'images. Donc là, il faut vraiment faire très attention à la qualité de votre image. Il ne faut pas qu'elle soit pixelisée pour qu'on puisse zoomer, qu'on puisse le lire. Bon, ça, c'est un super moyen de diffuser un contenu écrit sans faire de contenu dupliqué. Mais c'est quand même techniquement assez pénible et les images, ça alourdit votre site. Donc, ce n'est peut-être pas la solution la meilleure à retenir. Ensuite, vous pouvez simplement mettre un lien, mettre par exemple quelques lignes de présentation. J'ai écrit ce texte qui parle de ci, ça, blablabla, bla, 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 et un lien externe qui sort de votre site et qui va directement emmener la personne sur la page d'origine. Ça, c'est la méthode propre. Mais par contre, ça pose un petit souci, c'est que du coup, vos clients, ils vont partir de votre site pour aller sur le site de vos clients. Ils reviendront probablement, mais en termes de navigation et de trafic, c'est pas génial de laisser son trafic comme ça partir. Donc, vous avez une méthode technique qui va peut-être pas trop vous parler parce que vous n'avez pas forcément encore cette expérience-là, mais notez-le vous parce que ça pourra vous aider quand vous ferez votre propre site. En fait, vous pouvez intégrer les textes, même s'ils ne sont pas en intégralité, dans des gros pourcentages de similitude avec ce que vous avez mis sur le site du client. Mais dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer une URL canonique, c'est-à-dire que vous allez attribuer, en fait, quand vous êtes sur Internet, sur une page web et que vous faites F12, vous allez dans le code source d'une page et vous voyez tout ce que contient la page, qui ne sont pas forcément des choses qu'avec votre œil, vous voyez. C'est des données qui sont lues par les robots de navigation, mais pas par vous, a priori, en tant que simple internaute. Et à l'intérieur, on peut donner des commandes à ces robots. Et on peut leur dire, l'URL que tu es en train de visiter, en fait, elle se réfère en intégralité à telle URL. Et là, vous mettez celle de votre client. En fait, vous déclarez l'URL de votre client comme l'URL canonique et sur votre propre page. La conséquence, c'est que du coup, Google peut la visiter, votre page, mais il ne va pas se soucier du contenu et il ne va pas juger de la qualité de votre site par rapport à cette page. Il va comprendre que en fait, vous êtes simplement en train de faire une citation un peu poussée du site de quelqu'un d'autre, de la page du site de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est une précaution technique qu'il faut absolument que vous preniez si vous êtes amené à créer votre propre portfolio avec des textes de clients en intégralité dessus. Du coup, vous n'avez plus qu'à vous lancer pour trouver vos premiers clients, si ce n'est pas le cas, ou pour commencer à préparer votre portfolio. Donc, je ne vous ai pas montré de portfolio puisque moi, vous avez compris que j'en ai pas. Mais allez voir sur les sites d'autres rédacteurs web, certains l'ont déjà fait, c'est sûr. Après, il y en a beaucoup, je pense, qui le diffusent que de manière un peu privée par mail. Mais ouais, n'hésitez pas même à demander sur des groupes de rédacteurs, est-ce que vous pourriez mettre un lien vers votre portfolio, que je me rende compte un peu de comment on fait. N'hésitez pas, je suis sûre que ça fonctionnera, ce genre de post. Eh bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage pour affronter cet après-midi. Et puis, je reste disponible, comme toujours, sur le groupe.
Je suis aussi dispo en message privé, donc vraiment, n'hésitez pas. Ah bah voilà, très bonne idée, Elodie Gerbeau. Vous pouvez rédiger et faire vos premières armes dessus. Génial. Ce sera toujours mieux que des plateformes comme Textbroker ou Scriber. Essayez d'aller vers des sites de qualité parce qu'en plus, les plateformes, moi je le sais, j'ai écrit pour Scriber au début. Quand vous écrivez pour une plateforme, vous n'êtes même pas sûr de recevoir l'URL de votre article. Parfois, vous ne savez même pas pour quel site vous écrivez. Donc, du coup, bah, ce n'est pas non plus un super plan pour se faire ses premiers textes à présenter sur un portfolio. Mais en tout cas, voilà, vous vendez des textes en ligne, donc faites le maximum pour que ce que vous diffusez, ce ne soit pas un petit Word que vous êtes écrit pour le plaisir. Il faut que ce soit en ligne, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a tous ces critères de rédaction pour le web et de SEO qui pourront être testés. Et donc, c'est vraiment ce que recherchent vos clients. Donc, pensez-y vraiment. Voilà, c'est pas... Scannez pas des pages de votre journal intime, ça marche pas. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vous dis à bientôt sur le groupe Prof en Rédac. Et n'hésitez pas à parler du groupe autour de vous pour faire venir du monde sur les différents événements. Je vous dis à bientôt.